Bon, donc je vous remercie d'être là. Je remercie aussi la mairie de Soie et le fort Victor Emmanuel pour m'accueillir dans cette conférence. On leur transmettra. Donc on va voir le cas particulier des croix cantonnées. Donc les croix cantonnées, c'est ce que vous voyez ici qui est gravé sur un rocher. C'est une croix avec 4 points dans les cantons. Ce qu'on appelle les cantons, c'est les angles de la croix. Donc là, c'est en Espagne. On en trouve un peu partout en Europe, mais pas que sur des rochers. On les trouve aussi sur des céramiques, sur des peintures, sur différentes choses. Et on en trouve, ici on en trouve quelques-unes, mais ce n'est pas l'endroit où il y en a plus, on a beaucoup plus en Italie. On va voir justement les cas italiens. Alors avant de commencer les croix cantonnées, je vais faire un passage sur le début des symboles cruciformes. La première période, pour bien comprendre que la croix cantonnée, ce n'est pas quelque chose qui survient de rien. Ça s'inscrit dans la croix cantonnée, ça s'inscrit dans un ensemble de cruciformes qui apparaissent, notamment en Europe, entre le 6e et le 5e millénaire. Il y en a qui commencent un peu avant, mais ici en Europe, ils arrivent vers le 6e et 5e millénaire. Et là, on a quelques exemples. En Allemagne, dans une mine de sel, vous voyez que le fond de la céramique est cruciforme. Donc vous avez une croix au fond de la céramique et vous avez différents symboles tout autour. Ici, vous avez une céramique Lagosa où vous avez un décor sur le fond de la céramique aussi. Et en Hongrie, vous voyez un motif à l'intérieur d'un récipient. Alors, la curiosité, c'est que ces motifs sont toujours soit sur le fond, soit à l'intérieur. Donc des zones qu'on ne voit pas habituellement, parce qu'elles sont soit dans le feu, soit sous la nourriture. Donc on les voit très peu. Et l'autre particularité, c'est qu'elles sont souvent en accompagnement de décès, de sépulture. Donc là, par exemple, dans la mine de sel, c'était un dépôt de nourriture qui était fait dans une sépulture. Au 5e millénaire, on voit dans une zone qui correspond ici à l'Ukraine et à la Roumanie. On voit dans cette zone se développer un certain nombre de symboles solaires. Alors les symboles solaires, ça peut être, donc, comme on l'a vu, des croix au fond, mais ça peut être des étoiles, ça peut être des rayonnements. Donc il n'y a pas, c'est pas une forme unique, c'est-à-dire qu'on peut, tous ces récipients, trouver plein de formes différentes. Ensuite, ce mouvement va se déplacer. Là, il va se développer dans la partie toujours Ukraine, Moldavie et Roumanie. Et vous voyez les exemples de plats, les décors de ces plats qui sont assez nombreux et on commence à voir des croix cantonnées sur certains. Mais on peut voir ici, vous voyez, des formes en étoiles. On peut avoir des formes solaires plus caractéristiques. Et ici, toujours, sur le fond, ce cruciforme, ici, exceptionnellement, il est sur les côtés, et là encore sur le fond, avec des décors de personnages tout autour. Cette région, elle est très importante parce qu'elle a vu se développer les premières cultures européennes et les premiers grands villages européens. C'est-à-dire qu'avant la Mésopotamie, il y avait déjà ici un développement de villages qui pouvaient contenir plus de 4000 personnes, jusqu'à 6000 personnes. Des villages énormes. Et puis au bout d'un ou deux millénaires, la culture s'est effondrée.
et a disparu. Et c'est aussi la zone où les chercheurs nous parlent des Yamna, souvent, qui est la culture indo-européenne qui est arrivée et qui a amené les langues indo-européennes. Et c'est justement dans cette zone que cette culture Yamna qui venait beaucoup plus de la Russie ici, a rencontré ces cultures et a amené, c'est l'ensemble des Yamna pour ces cultures qui ont amené différentes symboliques et différentes langues qui ont fait les langues indo-européennes. Qu'on retrouvera après en Grèce, en Europe, chez les Celtes, chez les Romains, Alors, il y a un mouvement qui se crée au niveau du Danube. Hein, les mouvements se font en remontant de Danube. Et donc, on est à l'époque néolithique. Là, on est au 4e et 3e millénaire. Ça correspond à peu près à l'arrivée des premières cultures indo-européennes qui vont envahir le continent européen. Et on a une culture qui s'appelle la culture du Cédole, qui prend le relais de la culture qu'on a vue juste avant, et qui développe beaucoup de symboles aussi sur les fonds, symboles cruciformes, et ici cantonnés. Et on voit voilà, différents motifs, et les cantons peuvent être un peu différents, où là, la croix cantonnée se trouve sur les bras de la croix. C'est un cas particulier de croix. Donc le mouvement continue. On vient au 3e et 2e millénaire et on a des nouvelles cultures qui se développent. Une culture qui a marqué beaucoup cette période. On est à la période de l'arrivée des premiers métaux. Donc c'est la fin du néolithique et c'est le début c'est ce qu'on a appelé pendant un moment le chalcolithique, qui correspond à l'âge du cuivre. Donc c'est le remplacement petit à petit des outils en pierre par des premiers outils en métal. Et il y a une culture qui se développe à cette période qu'on appelle le compatiforme, qui est célèbre pour avoir envahi notamment l'Angleterre. Et Stonehenge, à la fin de Stonehenge, on retrouve les fameux gobelets campaniformes qui arrivent et qui amènent cette culture. Et sous certains gobelets campaniformes, on retrouve toujours ces motifs qui sont pas que des croix, il y a différents motifs, mais qui sont tous des motifs solaires. Et là, on a un exemple de tombe, justement, avec une céramique dans laquelle il y a le motif en question. Quand vous dites motif solaire, ça veut dire que ça part d'un cœur et ça part à l'extérieur ou... Oui, c'est-à-dire que ça peut être... c'est rayonnant. C'est pour ça. Moi, je les qualifie de motifs solaires parce qu'il y en a certains qui font vraiment penser au soleil. On va le voir plus loin, on va voir des croix cantonnées où on a le motif solaire autour. C'est-à-dire qu'on a la croix au milieu et puis le motif solaire autour. Donc, motif solaire parce que c'est des croyances dans le solaire. C'était le solaire qui amenait la vie, qui amenait le cycle du temps, qui amenait tout ça. Donc il y avait des croyances qui sont un peu liées aussi aux déesses mères. Si vous avez entendu parler des déesses mères, c'est des petites statuettes qu'on trouve dans toute l'Europe, justement, à ces périodes-là. Et c'est les croyances les plus anciennes qu'on arrive à étudier. Et c'est des statuettes de femmes, souvent, qui sont un peu inspirées des statuettes qu'on avait au Paléolithique. Il y a une certaine continuité entre les statuettes du Paléolithique et ces statuettes de femmes qu'on retrouve par la suite. Il y a des études qui ont dénigré ces statuettes en disant que c'était des poupées, que ça n'avait pas d'intérêt, que ce n'était pas important, alors que en fait c'est le fondamental des croyances de cette époque. Et justement, ces symboles, on peut les retrouver sur les statuettes. Là, on voit qu'à la fin de l'âge du néolithique, on a déjà tous ces symboles qui existent. Donc c'est à la fois ce qu'on appelle la croix solaire, la plus couramment utilisée comme une croix solaire, c'est le cercle avec la croix au milieu. On le trouve beaucoup en Norvège, dans ces pays-là, comme gravure.
Et c'est ça qu'on appelle la croix solaire, principalement. Mais vous avez aussi la svatika. La svatika, c'est un symbole qui existe depuis plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et qui s'est développé aussi, qui est aussi un symbole solaire. Mais la différence par rapport aux autres, c'est qu'on sent le mouvement. Il y a le côté mouvement qui est plus prononcé que sur les autres, mais on verra qu'il y a des liens entre les deux et qu'il n'y a pas une différence totale, c'est le même symbole. Donc on verra justement à quoi peut correspondre ce symbole. Donc on voit que à cette époque, il y avait déjà tous ces symboles, en sachant que tous ces symboles, on peut les trouver sur des céramiques. Par contre, la croix latine, on ne la trouve pas sur des céramiques. On la trouve que dans l'art rupestre, ici dans la région, donc c'est le sujet de mon livre en partie, et on le trouve sur des statuettes de déesses. C'est une croix qui est une croix anthropomorphe. Donc il y a beaucoup de symboles anthropomorphes à cette période, qui ne sont pas tous des croix, mais il y a une partie qui sont des croix. Donc c'est une symbolisation de l'homme, c'est les bras et la jambe. Le corps. Et en fait, on arrive à trouver des exemples où on a des dérivations, où on a encore les jambes qui sont présentes, et on voit justement c'est très peu étudié parce qu'en fait, il y a des études dans les années 90 qui ont démontré que toutes les croix gravées étaient historiques, sur des bases. Ils n'avaient pas assez d'éléments pour répondre à ça. Et ça, du coup, ça a été enseigné et on a abandonné les études. Surtout, on a continué un peu les études sur les croix solaires, mais toutes ces croix-là, on les a catégorisées comme historiques, donc on les a plus étudiées. Donc la croix cantonnée, en fait, c'est toutes les croix qu'on a vues qui peuvent être cantonnées. Donc à chaque fois, c'est la même croix qui est utilisée en rajoutant ces points qui sont un élément plus caractéristique, qui sont plus marqueurs pour les gens. C'est vraiment un élément qui sort du... La croix, c'est deux traits qui se croisent, c'est un sens, mais c'est pas un sens fort. Alors que quand il y a les cantons, c'est quelque chose de beaucoup plus marquant. Beaucoup plus... Ça sort de la nature, c'est quelque chose qui est créé par l'homme, par les images. Les premiers motifs cruciformes cantonnés apparaissent aussi en Europe, justement dans ces cultures, ici. Donc on le voit vers le 4e millénaire, et c'est ce qu'on appelle Cucuteni Tripilian. Ces deux zones, donc l'Ukraine, la Moldavie et la Roumanie, une partie de la Roumanie. Et ici on peut voir des exemples, ici sur une statuette, justement statuette féminine, avec les 4 points, et là c'est un X, et c'est l'endroit du ventre, donc c'est la fécondité. On peut supposer que c'est... Ici, on a un motif, alors je pense que j'avais passé un slide, donc juste avant ce qu'on a vu, on a des traces de motifs qui font penser ici à la fois à la svatika et au canton. C'est-à-dire qu'on a déjà des 4 oiseaux dans les cantons. Et on a plusieurs motifs, celui-là c'est en Irak, celui-là c'est en Iran. Donc entre 5005 et 3005, on a différents motifs comme ça. Et ici, ce sont l'équivalent de mouflons à l'état sauvage dans ces régions. Et c'est des animaux qui ont un sens important dans les croyances de cette époque. Là, vous avez la corne ici. Là, c'est l'arrière avec la queue. Ici, on peut voir la tête. Et vous voyez, il y en a 4. Et il y a quelque chose qu'on pourrait penser être un drapeau. C'est probablement un damier, c'est probablement un jeu.
parce que le jeu dans ces époques-là existait déjà et avait déjà un sens lié justement à ce qu'on va voir. Ici, on a des oiseaux qui mangent des poissons et puis des poissons qui nagent dans l'eau. Et on a ici donc, la Svatika. Ici, on a une autre forme de croix, on a au milieu. Dans tous ces plats qu'on rencontre, il y en a 3 ou 4 avec différents styles. Et on a toujours une croix au milieu. Et donc là, on est dans les périodes un peu antécédentes à la croix cantonnée. C'est un peu proto-croix cantonnée. Et on revient ici et on retrouve, vous voyez, ici, on voit qu'on a une autre forme avec toujours 4 oiseaux, mais on commence à avoir une croix sur le fond qui vole, et on a des points qui peuvent faire penser au canton qu'on verra par la suite. Donc le canton, c'est une version schématisée, encore plus schématisée de ce motif. Alors, bien sûr, c'est des cultures où il y a beaucoup de symboles de croix sur les céramiques, et des symboles solaires, ce n'est pas que des croix, c'est tout un ensemble de symboles solaires qui accompagnent l'art dans certains contextes. Donc là, on retrouve toujours la culture occidentale avec, donc là, la croix cantonnée, avec des cantons, et là, on a même des petites croix à l'intérieur du canton. Et ici, c'est un peu le même principe, mais les cantons, au lieu d'être dans les cantons, le rond se trouve sur les côtés de la croix. Et là, on arrive dans une période au 3e millénaire, donc on continue, on remonte encore plus loin, puisqu'on arrive sur la Hongrie. Ici, l'Europe de l'Est. Et ici, la culture transdanubienne. On retrouve les motifs de croix, comme on a vu tout à l'heure, qui sont sur les barres. On n'a plus le cas croix cantonnée qu'on avait vu tout à l'heure, mais on pense que ce symbole-là, que ces symboles-là ont un peu le même sens que la croix cantonnée. Ici, c'est en Turquie, c'est dans les ruines qui ont précédé la Troie d'Homère. Donc quand ils ont fouillé la Troie d'Homère, ils ont trouvé plusieurs couches. Et ils ont trouvé des villes anciennes, beaucoup plus anciennes que la période homérique, notamment de la fin du néolithique et de l'âge de bronze. Et on a des bols, pas des bols, mais des jarres, de petites jarres, qui sont en forme de déesse. Et on retrouve, comme on avait retrouvé tout à l'heure, la croix cantonnée au niveau du ventre. Ici, on arrive à l'âge du bronze, donc j'ai un peu sauté la partie campaniforme parce qu'on trouve assez peu d'exemples de croix cantonnées. Pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. Donc je suis passé, on va très vite dans les reçus. Et on retrouve à nouveau ces croix cantonnées sur différents supports. Donc là, c'est en Italie, c'est un disque en or qui a été retrouvé en Italie, et on voit sur le fond, sur le disque en or, on a la croix cantonnée. Ici, on a des croix cantonnées à l'époque de Mycénienne, donc dans le palais de Knossos en Crète, c'est que les Mycéniens avaient envahi la Crète, et parmi les disques et les symboles qu'on retrouve, on trouve ces croix cantonnées un peu à la façon d'une svatika cantonnée. Et ici, on a donc, ça c'est un col qui est entre l'Allemagne et la Suisse, qui est le col Schnie des gens, du mal à le prononcer, et sur lesquels on trouve ce genre d'épingles. C'est des épingles pour les vêtements qu'on a à l'âge du bronze, et elles sont décorées de la croix cantonnée. Alors on pourrait penser que c'est des simples décors, pas de signification, mais on va voir justement au fur et à mesure les significations que ça peut avoir. Donc là on revient sur le fameux les trouvailles qu'ils ont fait dans la forêt de Fontainebleau. C'est une culture qu'on pense être de la fin de l'âge du bronze, début de l'âge du fer,
Et on a des gravures assez particulières. Ici, on a un cerf, on voit les cordes, les ramures du cerf, on voit la queue du cerf, et le corps du cerf, c'est une croix cantonnée. Et on a un personnage ici, une tête, et un trait qui continue, et un trait dans l'autre sens. On verra plus loin, je vous montrerai l'ensemble, vu en dessin, qui vous montrera ce que ça représente. Ici, on a un personnage cornu, avec une tête triangulaire qui ressemble à celle-là. Et on a aussi, dans le corps du personnage, la croix cantonnée. Il y a différents, vous voyez, on a deux cerfs qui entourent ce personnage. Ici, on a encore un autre cerf. On voit les ramures du cerf. On revoit encore à nouveau la croix cantonnée et la queue du cerf. Dans cette culture, la particularité, c'est que les cerfs ont une grande queue. Beaucoup plus grande que dans la nature. C'est une particularité. Sur toutes leurs gravures, on a des grandes queues. On va voir dans la même culture, toujours les mêmes gravures qui ont été trouvées dans le même contexte. On a des personnages ici casqués avec une croix cantonnée, justement en symbolisation solaire. Là, on voit bien le solaire, côté soleil. Et on a un personnage muni d'un outil ou de quelque chose. C'est ce qu'on appelle un officiant, c'est un peu l'équivalent d'un chaman dans les cultures plus modernes. C'est un officiant et on voit qu'il a son casque avec ce motif solaire. Et là, on retrouve le même casque avec le même motif solaire, dans une autre représentation avec le cerf sur le côté. On a souvent le cerf et le serpent. C'est des choses qu'on retrouvera dans les cultures celtes, notamment avec Cernunnos. Le serpent et le cerf font partie de ce qui l'entoure. Et là, on est beaucoup avant Cernunnos. Et on retrouve ici, dans la tête du personnage, ces croix cantonnées qui décorent. Donc on voit que ce symbole est au centre de leur croyance. C'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Et ici, c'est le motif qu'on avait vu tout à l'heure. On avait vu qu'un extrait, on avait vu que cette partie-là. Et on voit qu'en fait, on a les quatre têtes de chaque côté. On retrouve une croix cantonnée ici, à l'extérieur. Et en fait, on voit que chaque tête est légèrement différente et représente un animal différent. Quand on le voit comme ça, on ne comprend pas trop la scène. On a du mal à comprendre, mais on va le voir plus loin. Toujours dans la même culture, on a cette scène où on a comme une svatika avec des croix penchées, toujours les mêmes têtes d'animaux, c'est les mêmes. Les cerfs, et ce n'est pas des cerfs, c'est à chaque fois un animal différent. Vous pouvez voir qu'ils ont des cornes différentes. Le seul qu'on arrive à identifier, c'est le cerf. Les autres, on ne sait pas. On n'a pas pu. En plus, ils ont tous 6 pattes. C'est particulier. Et celui-là a la particularité d'avoir des barbelures un peu comme un sanglier ou un ours, on ne sait pas trop. Et donc là, on a un sens, on peut penser que ça correspond probablement aux saisons, que chaque animal, qui est une déité animale, correspond à une saison. Et le cerf est probablement peut-être l'automne, au moment où il perd ses ramures, ou le printemps, on ne sait pas. Et l'une de ces saisons. Et là, on a le même motif, donc les 4 têtes, qui sont autour d'un rocher. Donc dans cette culture, on a vu qu'on trouvait des rochers qui sont plantés un peu à la façon d'un mini-menhir. Et autour, ils ont retrouvé des sculptures de ces 4 têtes, qui montrent qu'il y a ce côté, donc on pense être peut-être les saisons. Donc on voit l'importance pour eux de ce symbole qui accompagne souvent ces... Alors il n'y a pas, dans cette culture, il y a pas d'autres choses, mais là on ne pourra pas les voir, mais il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à comprendre.
10 cm, en fait. C'est tout petit, c'est des gravures très petites. Les plus grandes doivent faire 20 cm à peu près, 20 à 30 cm. C'est pour ça qu'elles n'ont jamais été trouvées pendant plus d'un siècle. Ils ont fait des recherches dans cette région et ils n'ont jamais trouvé. Elles sont toutes petites, elles sont dans des fonds de bol qui sont couverts de sable, du coup gravées dans des cavités très peu accessibles. Mais dès qu'on les voit, on sait tout de suite que c'est cette culture-là, parce qu'il y a des symboles très particuliers. Et il y a des choses assez étonnantes. Là, on est à l'âge du fer, donc on continue, et on retrouve dans différents endroits d'Europe, là c'est l'Alsace, on a ces croix cantonnées et ce symbole solaire. C'est très proche de ce qu'on a vu sur la tête de ces personnages. On est probablement peut-être dans les mêmes périodes, dans le premier millénaire de Jésus-Christ. Et alors, j'avais eu un entretien avec une archéologue qui avait fouillé dans cette région. Elle m'avait dit que ces céramiques-là ne sont présentes que dans les tombes. On ne les trouve jamais dans les habitats. Ici, on a une pièce, une obole grecque, avec les croix cantonnées, et chaque canton, c'est une Vatica. Là, on est à la fin de l'âge du bronze. On a les symboles qui sont très courants, c'est des formes d'oiseaux. Il y a toute une période où on trouve ces symboles en forme d'oiseaux. Et c'est une ceinture en bronze qui était portée dans une tombe par un personnage. On a ici un pixide qui est très particulier. On verra, parce qu'on va voir tout à l'heure d'autres formes de croix en Italie, on retrouvera cet aspect de croix. Et là, il y a plusieurs niveaux de croix cantonnées. C'est-à-dire qu'on a une première croix cantonnée au centre. On a des qui ne sont pas dans les cantons, mais qui sont dans les croix, et on a à nouveau des points dans les cantons. C'est un symbole, c'est un pixide, c'était des bols pour mettre des maquillages ou des produits. Ici, c'est à l'époque celte, mais c'est ancienne. C'est un torque qui a été trouvé en Espagne, où on voit donc c'est bien les croix cantonnées. C'était sur chaque bout du torque, chaque côté, c'est tout petit. C'est quoi le torque comme ça? Le torque, c'est les dieux gaulois et les chefs gaulois portaient ça autour du cou. C'est une forme qui peut s'ouvrir pour passer et se remettre. C'est un bijou. C'est un bijou, mais je ne vois pas le rapport. Non, parce que là, c'est le bout du torque. D'accord. C'est la partie. C'est pareil, c'est à 10 cm, ça là. Non, c'est tout petit. C'est encore 2-3 petit, cm. Ça, c'est petit, les torques pouvaient être plus gros. Donc c'est un espèce de collier. C'est un espèce de collier, mais qui s'enfile. Il faut forcer sur le collier pour le passer. C'est très dur. Et c'est un emblème justement du dieu Cernunnos, c'est un emblème des dieux celtes. On retrouve, et des déesses celtes aussi. On peut le retrouver sur des déesses celtes. Ici, c'est des chapeaux d'urne qu'on trouve en Italie, dans le Villadovien. Donc c'est la période où on commence à brûler les morts. Et donc c'est des urnes, et c'est le chapeau d'urne, et on croit cantonné dans ce cas-là. C'est un chercheur du 19e siècle, français, qui a fait des recherches en Italie, et qui a remarqué qu'il y avait ces croix cantonnées, et qui a fait un livre sur les croix avant le christianisme. Et depuis, ce chercheur, il y a eu 2-3 chercheurs au 19e siècle qui ont fait des recherches, et après, c'est tout le 20e siècle qui a fait de recherches sur ce sujet. Ici, toujours en Italie, on est dans la période terroir et étrusque, c'est la continuité du Villadovien qu'on a vu. Donc, c'est les ancêtres des Romains et c'est les ancêtres d'une partie de l'Italie. Ici, c'est les Mésapiens. Donc, c'est des céramiques sur lesquelles on trouve ces croix cantonnées, justement, en habillage. Et ici, c'est pas une svatica, mais c'est un symbole assez proche.
Ici, c'est une urne aussi. C'est une urne, c'est le chapeau d'urne qui a une forme de casque. Donc là, on retrouve ce symbole qui est assez proche de celui-là. Vous voyez, on retrouve une certaine proximité entre les deux. Et ici, c'est à Rome, en fait. C'est une sépulture qui a été trouvée dans le cimetière qui a précédé le Forum romain et qui est une nécropole du temple d'Antonin et Faustine. Je suis allée à Rome au mois de mars, mi-mars, et j'ai vu, il y a un magnifique musée d'art étrusque extraordinaire. Et oui, il y a une reconstitution de tombes, parce qu'elles n'étaient pas. Bon, effectivement, il y en a une qui était à Rome, mais ils ont fait des reconstitutions puisqu'ils en ont trouvé. Et notamment au musée du Vatican, il y a beaucoup d'art comme ça. Beaucoup des photos que je présente viennent parfois du musée du Vatican. Mais si jamais vous avez l'occasion, allez voir le musée d'art étrusque à Rome, il est exceptionnel. Et donc on voit qu'on est à la période où les Romains étaient peut-être encore étrusques, puisqu'ils ils sont dans le domaine, dans la partie étrusque, et après ils se sont un peu séparés des Étrusques, ils les ont conquis. Et là, il y a ce qu'on appelle les urnes cabanes. Les urnes cabanes, il y en a eu beaucoup dans toute l'Europe, et on a beaucoup en Italie, mais on en trouve jusqu'en Allemagne et jusqu'en Norvège, ça remonte très haut. Et ces urnes cabanes ont la particularité d'être des petites maisons, en fait, en miniature, qui servent d'urnes, et qui sont décorées de symboles, et parmi ces symboles, il y a beaucoup de crucifix. On voit ce lien avec la mort de ces crucifix qu'on retrouve tout au long du temps. On a vu le motif tout à l'heure, qui était un peu ce motif-là, qui était très proche de ce motif-là. Et on voit ici, c'est une reconstitution des étapes pour dessiner un labyrinthe. Les labyrinthes, c'est ce qu'on trouvait, on en trouve gravé dans plusieurs endroits. On en trouve en Italie, on en trouve en Espagne, on en trouve en Angleterre. Et on en trouve sur des monnaies. Et le labyrinthe, quand on le dessine, il faut partir d'un symbole, et ce symbole, vous voyez, c'est une sorte de croix cantonnée. Ici, c'est au-dessus de mon village, en fait, où j'habite maintenant, je suis en Haute-Savoie pour l'instant, c'est à Saint-Ferréol, et ils ont trouvé dans une tombe ce motif qui était sur une tombe féminine. Et dans ce motif, on voit bien ici la forme de la croix cantonnée, avec les 3 points et les motifs cantonnés. Et dans les sépultures de femmes, on retrouve beaucoup de motifs de croix solaire, portés comme ça, au niveau du ventre, du nombril, qui sont des symboles de fertilité pour la main. Ici, encore un pixide, on voit ici les croix cantonnées, avec un motif un peu particulier, et puis le côté solaire aussi autour. Ici, c'est le royaume de Macédoine, c'est un peu antérieur aux conquérants qui ont conquis toute la Mésopotamie. Et donc il y avait un masque mortuaire, et sur le masque mortuaire, les yeux étaient représentés par des croix cantonnées. Ici, c'est une autre étude du 19e siècle où un personnage avait fait des recherches sur le fait qu'il y avait des croix gammées qui étaient associées à des croix cantonnées. Il avait remarqué que à Chypre, on trouvait beaucoup de motifs de croix cantonnées associés à des svatika, qui montrent que ces deux symboles sont liés, ont un même sens. Et moi, j'ai remarqué dans mes recherches sur les vases, quand il y a des croix, un coup ça peut être la croix cantonnée, un coup ça peut être la svatika, un coup ça peut être une autre croix. Elles s'interchangent. C'est au gré de celui qui a voulu la dessiner. Elles avaient toutes probablement le même sens, mais suivant l'intérêt qu'on avait pour un symbole plutôt qu'un autre, on pouvait utiliser l'un ou l'autre.
Et là, on a donc un symbole justement sur une céramique. On peut avoir ces symboles aussi qui ont une signification probablement assez similaire. Et ces symboles sont là pour marquer probablement une signification. C'est-à-dire que si vous voyez la céramique, vous avez juste un personnage qui pousse un autre, vous ne connaissez pas le sens. Et le fait qu'il y ait ce symbole, probablement à l'époque, ça avait un sens. C'est un peu comme la flèche de Cupidon, ça avait un sens. On va le voir. Ici, on parlait des déesses mères. Donc, on a beaucoup de déesses grecques, anciennes, ou parfois romaines, qui arborent dans leurs habits, ici des croix cantonnées et des svaticas, ici des croix cantonnées, ici des croix cantonnées, ici encore des croix cantonnées. Ça fait partie du symbole de la déesse mère. Et le symbole sur cet habit, comme on l'a vu sur le vase, permet d'identifier la déesse ou d'identifier la déité. On sait que c'est une marque de déité. Alors, ces symboles existent aussi dans la rupestre en Europe. Ici, c'est en Italie, dans le Piémont, donc pas très loin d'ici, où on voit différents. On a la croix cantonnée classique. Alors, ils ont été repassés en noir. C'est pas la couleur noire d'origine, c'est parce qu'ils ont passé un teint noir pour mieux les rendre plus visibles. Et là, c'est la version où on a les points au bout. C'est la version différente. Il y a deux versions de la croix cantonnée. Et ici, on voit qu'il y a les 4 points et le centre, mais il n'y a pas la croix n'est pas. Ici, toujours en Italie, dans le même secteur, où on a la croix cantonnée qui a été repassée avec de la couleur. Ici, une autre forme qui est un peu plus tardive, je crois, toujours en Italie. Ici, en Écosse, sur une dalle sculptée. Ici, en Espagne, on en voit plein, dans différents. Bon, là, et on a rassemblé plusieurs qui ont été trouvés à différents endroits. Ici aussi, donc on voit que le sens n'a pas trop d'importance, hein. Ça peut être comme un X ou comme une croix, pour eux, ça n'avait pas une importance spéciale. Que la position n'était pas aussi importante que pour nous, la croix verticale, chose comme ça. Vous pouvez les dessiner dans tous les sens, ça vous les mettre. Et ici, on va sur des menhirs. Donc en Espagne, toujours, on voit sur ces menhirs la croix cantonnée. Donc on ne sait pas les dater, c'est difficile de dater des croix sur des gravures rupestres, mais ça nous dit, quand on a vu tout ce qu'on a vu de ces époques, que c'est un symbole qu'ils connaissaient et qu'ils pouvaient très bien avoir gravé à l'époque du menhir, ou tout de suite après. Alors c'est à qui on va commencer? Parce que vous dites ils connaissaient, mais... Non, mais c'est un symbole qu'ils rencontraient dans leur environnement. Puisqu'on l'a vu depuis le 6e millénaire. Oui, mais la rupestre, ça date de quand? C'est pas... Ah non, mais si, cette art rupestre-là, on sait que c'est c'est proche des... Alors, ce symbole-là peut être fait plus tard. C'est proche de quand, la rupestre? La rupestre, c'est à l'époque des mégalithes, donc quand on voit sur un menhir, le menhir c'est entre 5000 et 2000 avant Jésus-Christ. La rupestre peut durer jusqu'à 1500 à peu près, dans ce style-là rupestre. Mais ça n'empêche pas de graver une croix cantonnée plus tard, parce qu'on va continuer, on va le voir, à l'utiliser après. Donc, voilà. Ici, c'est une croix cantonnée qui se trouve en relief. Il n'y en a pas beaucoup. Là, c'en est une qui se trouve dans le plan cardinal. Sur une zone de Maurienne, il y a des gravures. Alors, c'est accompagné d'écritures de nos jours. Hein. C'est des écritures récentes. Donc, savoir, on a des cupules, on a des croix cantonnées, des cupules ici, on a des croix cantonnées, on a un motif cruciforme, une spirale. On a des choses de toutes les époques. C'est difficile de savoir. Alors ça, c'est des croix cantonnées
c'est à peu près daté parce que c'est une croix qui s'appelle la Rosa Carmina, qui est en Italie et qui est spécifique à une période. Donc on sait que généralement c'est plutôt âge du fer. C'est plutôt à l'âge du fer ou à la fin de l'âge du bronze, au pire, qu'on les rencontre. On en rencontre partout, on en rencontre même au Mali. Dans des rochers gravés du Mali, on en a trouvé. On en trouve en Écosse, on en trouve un peu partout en Espagne, et la plupart, le plus grand nombre sont en Italie. Et on voit que c'est aussi une croix cantonnée, parce qu'on a un peu les 4 cantons, mais on a des points en plus, et on a l'entourage. On voyait sur le Pyxide tout à l'heure, qu'on avait vu en Grèce, on a cet entourage. Et on est très proche du Pyxide qu'on a en Grèce, c'est un peu le même symbole. Alors vous avez plusieurs formes. Vous avez la forme comme ça en svatika, enroulée. Vous avez la forme comme ça, une forme un peu en fleur. Il y a différentes formes. Mais c'est toutes des Rosa Carmina. C'est un emblème d'une région d'Italie. Ils le mettent sur les fromages, ils le mettent partout. Le dessin tout à droite, Oui, il ne ressemble pas trop aux autres. non, ils ne ressemblent pas trop, mais on en trouve quand même des. Il y a le même nombre de points. Il y a le même nombre de points. C'est assez proche de celle qui est tout de suite à gauche, qui passe à gauche. Oui. Ce qui a été rajouté, c'est qu'ils ont gravé, ils ont fermé le cercle quelque part autour. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est pas fermé, alors que là, c'est fermé. Et celui-là, c'est un cas unique, et puis en plus, il y a un trait qui a été rajouté ici. Et puis il y en a d'autres qui sont plus bizarres. Il y en a des fois qui sont mal dessinés aussi. Là, on est dans la période celte, on rentre dans l'âge du fer, on se rapproche de la période romaine, et on voit différents motifs. Donc là, c'est un personnage avec une sorte de bouclier en croix cantonnée. On a ici une bague celtique qui fait vraiment penser à la croix cantonnée. On a les 4 points et le cruciforme. Ici, c'est une monnaie gauloise, donc on continuait à utiliser ce symbole sur les monnaies gauloises. Ici, c'est un peu plus particulier, c'est une sorte comme un œuf qui se ferme en métal. Et on a les 4 cantons et la croix qui est sur chaque côté. Et là, c'est sur un cheval. Donc on a ces croix cantonnées qui semblent accompagner certaines croyances sur plusieurs millénaires. Donc on a vu qu'il y avait donc un mouvement indo-européen qui arrivait et qui a pu amener ces croix. Moi j'arrive à suivre à peu près ce mouvement, et partout où il s'est déplacé pour arriver en Europe, on retrouve ces symboles. Donc ça a pu accompagner ce mouvement. C'est un mouvement qui amène à la fois des croyances, des langues et des nouveaux matériaux, le cuivre. C'est des marqueurs des croyances solaires, donc en lien avec les déesses mères, le cycle solaire, le cycle de vie, la chance, la fécondité, la persistance de l'âme après la mort. Donc moi j'ai beaucoup associé ça avec l'âme après la mort, parce qu'on le voit sur les tombes et sur les bols pour récupérer les cendres. C'est souvent associé à ça. Et pour moi, ce symbole-là, mais pas que celui-là, tous les cruciformes qu'on a vus, les autres aussi, c'est un symbole de l'âme. Ça symbolise pour moi l'âme, mais on a vu que ça symbolise aussi le cycle de vie. Le cycle de vie est lié à l'âme aussi, parce que c'est l'âme qui revient, qui passe d'un corps à un autre, et qui fait. Alors, donc, on l'a vu, c'est un symbole de protection aussi, parce que on implore la protection pour la naissance, pour protéger l'âme du mort, pour la fécondité, pour garantir l'arrivée de l'âme. Voilà, on retrouve
Et on peut, dans certains cas, le rapprocher du principe du hank égyptien. Le hank égyptien, si vous connaissez, c'est une sorte de croix avec un anneau qu'on retrouve dans les tombeaux égyptiens. Et on le voit à la naissance et à la mort. À la naissance, il est absorbé par l'être qui vient de naître. Et à la mort, il ressort de la bouche. Et c'est l'âme qui s'en va. Et donc, il y a une analogie entre les deux, et pour moi, c'est un peu la même idée. C'est des symboles qui sont à la fois une sorte de langage, c'est un langage symbolique, mais qui permet de communiquer au-delà des langues et des idées un concept. Ça communique le concept de l'âme, quelque part. Avec ce simple symbole, sans parler à tout l'autre, on est capable d'évoquer une idée. Et c'est pour ça que sur les céramiques, quand on voit ce symbole, ça marque la céramique, ça explique la scène. On peut la retrouver sur des croix, on peut la retrouver sur des bateaux, on peut la retrouver sur différents. Et pareil, dans le même ordre, on a des cercles de points avec un point central qu'on retrouve sur ces céramiques, qui a le même sens. Il n'y a pas la croix qui représente que ça, il y a plein de symboles qui représentent cet objet. C'est ça qui est troublant, c'est ça qui est difficile. On en retrouve sur tous les continents, parce que des croix cantonnées, il y en a en Amérique, on en a en Inde, et donc, comme la Svatika, on a toujours eu tendance à dire c'est une invention indienne qui est arrivée en Europe et tout ça. Elle existait en Europe avant et aux mêmes périodes que la naissance de ce symbole aussi en Inde. Donc c'est pas et ce symbole a continué à être utilisé en Inde. Donc la croix cantonnaire, on peut la retrouver aussi en Inde et on la retrouve en Chine. Sur des vases chinois, on retrouve la croix cantonnaire. Parce qu'il y a quelques cultures chinoises où on retrouve des éléments similaires aux néolithiques européens. On a des éléments qui sont très très proches. Donc là, je vous évoque mon livre. Je vous évoque un peu la croix cantonnée, mais c'est pas le principal sujet du livre. Là, on voit d'autres petits supports, certains anthropomorphes. J'espère que ça vous a intéressé. Vous avez appris des choses. Oui. Moi, j'ai une question. Parce que dans votre conclusion, à un moment, vous avez dit, moi je pense que, et du coup, pour un chercheur, ok, mais est-ce que c'est, comment dirais-je, relayé, approuvé, mis en question par d'autres chercheurs ou pas? Voilà. C'est la difficulté parce qu'il y a une... Ils ne s'intéressent pas vraiment au sujet. Il n'y a pas eu de recherche jusqu'à présent sur ce... Alors, il y a quelques recherches sur les symboles un peu cantonnés, pas cantonnés eux-mêmes, mais les symboles solaires, la Svatika, il y a eu des recherches, mais le reste des cruciformes, c'est comme si ça n'existait pas pour eux.